avait reçu le Global Award avant de recevoir le Pritzker. Bonne nouvelle. Mais pas que le Pritzker. Le Grand Prix international, le Grand Prix européen qui s'appelle le Mies van der Rohe, a été remis à des architectes français ici pour du logement, et ils avaient eux aussi reçu le Global Award. Alors voilà, nous sommes des bâtisseurs, c'est-à-dire que notre position est un peu différente de celle des autres. Quand Stéphane Hessel a publié son livre Indignez-vous, il l'a vendu à des millions d'exemplaires. Et on sait que cette indignation a changé quelques lignes politiques de certains pays. Quand il a publié quelques temps après Engagez-vous, il a vendu à quelques milliers d'exemplaires. Et nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas s'indigner seulement et ne rien faire parce que la réalité, nous sommes engagés. Nous sommes engagés dans la matière, nous sommes engagés dans la société, nous sommes au cœur de la matérialisation de l'établissement humain. Autre bonne nouvelle, les petits jeunes, on va dire, ils ne regardent pas les choses comme nous, quoi. Ce que vous voyez ici, c'est un collectif équatorien qui s'appelle Albordé. Ils ont reçu le Global Award et ils viennent le rechercher à Paris, donc ils montrent leurs architectures, 3 bouts de ficelle, quelques bouts de bois, et puis hop, une école magnifique apparaît. Et à la fin de la présentation de leur projet, il y a écrit Crisis, comme ça. Et donc tous les gens de ma génération qui étaient dans la salle à ce moment-là étaient assez contents que les petits jeunes voient une crise, sauf que ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que la diapo d'après, c'était ça. Il n'y a pas de crise. Nous œuvrons dans un monde qui est notre monde et qui est comme ça. Et dans ce monde-là, nous inventons d'autres manières de faire de l'architecture. Nous inventons une autre manière de discuter avec la maîtrise d'ouvrage. Nous inventons même la plupart du temps nos projets. Et cette manière de faire, que l'on retrouve de plus en plus dans tous les collectifs de jeunes architectes qui apparaissent aujourd'hui, est très forte parce qu'elle montre un autre rapport au monde qui est totalement indispensable à porter. Ça n'est pas un dispositif du désespoir, c'est tout l'inverse. Notre monde est celui-là, il n'est pas en crise, c'est le nôtre. Autre bonne nouvelle, tous les étudiants qui sont entrés l'année dernière dans les écoles d'architecture, ils sont nés au XXIe siècle. Et ceux-là, ils n'en ont rien à faire des Trente Glorieuses. Hein. Ils ne savent même pas ce que c'est que le rapport Brundtland, quoi. Et cette génération-là, c'est une autre génération qui a d'ailleurs intérêt à se manier un peu les fesses parce que celle-là arrive juste après, quoi. Donc les générations qui arrivent aujourd'hui, elles vont être à l'œuvre, mais pleinement. Et notre travail consiste à faire en sorte que le chemin leur soit ouvert pour qu'ils puissent œuvrer avec le moins possible de soucis. Et le travail, comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, on le fait tous ensemble. Ce n'est pas les bâtisseurs qui vont sauver le monde. Hein. Les bâtisseurs ont un peu pourri le monde, là, mais ils n'ont plus le temps de le sauver. Ouais, je fais un projet d'architecture, ça me prend 5 ans. Je fais un projet d'urbanisme, ça me prend 15, 25, voire 30 ans. Et je ne sais pas combien d'architectes on est dans la salle là, mais si on rajoutait notre capacité de faire des projets les uns les autres, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, quoi. Chaque année, on ne construit que 1% de l'équivalent du bâti existant. 1%. Dans ce 1%, quelle est la part éco-responsable, quoi? Quelle est la part qui pourrait sauver la planète? Que dalle, quoi. Enfin, quand je dis que dalle, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Donc ce n'est pas avec notre travail qu'on va s'en sortir. On ne peut s'en sortir qu'en y allant tous en même temps, en partageant les décisions, en accompagnant la société civile vers une autre manière de vivre l'établissement humain. Et cette magnifique philosophe qui s'appelle Hannah Arendt, dans un livre qui s'appelait La crise de la culture, elle a beaucoup écrit sur la question de l'autorité. Et elle disait, dans les actions que nous avons aujourd'hui, qui sont de plus en plus complexes, la question n'est plus de savoir qui a l'autorité, puisque tout le monde a son autorité. L'élu a son autorité d'élu, son électeur son autorité d'électeur. Et il le fait bien savoir, quoi. Moi, j'ai mon autorité d'architecte, un autre son autorité de compagnon, un autre son autorité d'ingénieur. Tout le monde a aujourd'hui son autorité. Et donc, Hannah Arendt dit, l'enjeu, c'est qu'est-ce qui fait autorité? Et elle donne la réponse, ce qui fait autorité, c'est le projet partagé. Et arriver au projet partagé, c'est la seule manière de réussir à construire des histoires sur le long terme, indépendamment des gens et indépendamment des changements, évidemment, programmés des gens. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 15 ans dans un village de 900 habitants. Vous imaginez bien qu'on a tout fait ensemble pendant ces 15 ans. Je vais juste vous raconter une petite histoire qui est celle d'un projet à Bordeaux.
un maître d'ouvrage de Bordeaux qui s'appelle Aquitanis, qui est le bailleur le plus innovant que l'on ait en France, nous consulte 3 architectes pour faire un projet sur ce terrain-là. Vous voyez que ce terrain, il est entre des bars des années 60 et ce qu'on appelle les échoppes à Bordeaux, qui sont des petites maisons en pierre. Donc ici, vous avez, on va dire, la bourgeoisie et ici, le monde du social. Ils veulent qu'on fasse un projet là. Mes 2 confrères dessinent les 130 logements qu'on nous demande et moi, je suis incapable de dessiner quoi que ce soit, tant le contexte social est un contexte compliqué. Donc j'arrive avec 2 feuilles. Et dans cette feuille, j'explique juste une toute petite démarche. La démarche, c'est, si vous nous retenez, on fait la fête des voisins dans un mois. Et le jour de la fête des voisins, vous invitez tout le monde, vous nous présentez, vous direz que c'est nous qui ferons le projet. Et ce jour-là, on dira que nous viendrons, nous, sur place pour un bivouac 1 mois plus tard. Et on est resté pendant 1 semaine sur place et on a rencontré tout le monde et on est allé chez les gens. On a compris toutes les attentes, parce que l'architecte qui reste dans sa parcelle, il ne voit pas grand-chose. Quand il va chez les autres, il comprend du coup pourquoi ils peuvent avoir peur du projet qui est à venir. Donc voilà, le bivouac était heureux. Comme on est à Bordeaux, on boit un peu de vin et on mange. Et puis les maquettes arrivent, le projet arrive, qui résout à peu près leur peur. Et à un moment donné, on présente le projet. Alors, moi, j'adore cette photo, c'est pour ça que je la mets en grand, mais vous savez, c'est la présentation de l'enfant, comme dans les tableaux flamands, quoi. Tout le monde est fasciné, et vous voyez à quel point il y a une dame qui est fascinée, quoi. Et cette image est magique parce que c'est exactement l'expression de la bienveillance. La dame qui est là, elle se tient le visage parce qu'elle pense à sa voisine, et elle se dit qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour sa voisine. On ira voir la voisine, qui est une personne âgée, tout ça se résorbera, et donc la réalité, c'est que cette dame viendra avec celle-ci déposer le permis de construire avec nous à la mairie de Bordeaux, ce qu'il n'avait jamais vu à la mairie, puisqu'en général, les gens qui sont à côté attaquent les projets plutôt qu'ils les défendent. Et donc, ce projet a été réalisé, a obtenu son permis de construire sans aucun souci, parce qu'on s'est intéressé à la question du faire ensemble. Alors après, parlons de l'espace. Mais l'espace, non pas forcément par les murs qui le contiennent, mais par sa nature propre. Donc, et je l'ai déjà évoqué avant, l'air, la lumière et la chaleur. C'est la nature même de l'espace. Bon, les Iraniens savent très bien faire des tours à vent, qui fait que quand vous entrez dans ces maisons-là, vous avez l'impression qu'il y a une climatisation, mais non. C'est la masse des murs et la ventilation naturelle qui fait que ce sentiment de fraîcheur est réel. Les Égyptiens font pareil. Ils vous mettent dans l'entrée face au vent, ici, une outre poreuse, ils mettent de l'eau dedans, l'air arrive, se rafraîchit, tombe, et quand il réchauffe, il repart vers le haut. Hassan Fatih avait bien compris ça. J'ai réalisé, il y a quelques années, les seuls logements en ventilation naturelle assistée contrôlée qu'il y ait aujourd'hui en France. Il n'y a pas de moteur électrique. Et ici, on le fait, on est au bord de la mer, à Saint-Nazaire, parce qu'entre la terre et la mer, il y a toujours un mouvement d'air, donc on avait les conditions qu'il faut pour ça. On le fait avec des fenêtres dans les salles de bain. Je reviendrai sur cette idée. Donc toujours la lumière, la chaleur et l'air partout. Ne plus confier ça à la machine, le faire avec des solutions techniques simples. Et donc, on le fait avec la ressource locale. La ressource locale, c'est l'air, hein, c'est le courant d'air qui est entre la mer et la terre. Et la ressource locale, c'est les chaudronniers de marine. Parce que les chaudronniers de marine, c'est ceux qui font à Saint-Nazaire les paquebots et les cheminées des paquebots. Donc ils ont réalisé ces cheminées qui font 4 mètres de haut et qui permettent de ventiler ces logements. Et puis, quand je dis on, c'est avec Alain Bornarel, on a travaillé sur une maison qu'on a réhabilitée dans laquelle on n'a mis aucun système de chauffage, sauf un poêle à bois pour l'ensemble, et aucun système de ventilation mécanique, ce qui nous met hors la loi. Hein. Bon, déjà, la ventilation naturelle en France, ce n'est pas tout à fait intégré dans les règlements thermiques. Et ici, on a juste un système avec des ouvertures qu'on a fait venir de Belgique, parce qu'il y a de tels lobbies en France qui empêchent que certains éléments, on puisse les acheter en France. Donc voilà, cette maison, elle est sans système de ventilation mécanique, sans chauffage, et la lumière entre partout. Et dans le projet pour lequel on avait fait le bivouac tout à l'heure, ce n'est pas juste la dimension sociale qui était passionnante, c'est aussi la possibilité d'innover. Et parmi les innovations, on est en train de faire ceci, c'est-à-dire dessiner des logements collectifs sans aucun système de ventilation mécanique.
ce qui ne se fait plus en France, ce qui est là pour le coup totalement hors la loi. Mais comme il s'agit de santé publique, on y arrive en négociant avec l'État pour avoir l'autorisation d'innover, de déroger et de prouver que l'on peut le faire. Et donc ça veut dire quoi? Et c'est un truc d'architecte, hein, c'est pas un truc d'ingénieur que de mettre moins de technique, c'est un truc d'architecte parce que ça veut dire qu'il faut dessiner un plan avec des fenêtres dans les WC, dans les salles de bain, tous les plans traversants et de la lumière évidemment partout. Pendant longtemps, on s'est battu pour ça. Enfin, j'ai commencé la ventilation naturelle en 2002, et vous voyez, on est 17 ans plus tard. Et l'année dernière, il y a une loi qui est parue, qui s'appelle la loi CAP. Et dans la loi CAP, il y a ce qu'on appelle le permis de faire. Et le permis de faire autorise de faire différemment à partir du moment où le résultat auquel on arrive est conforme à ce que la réglementation attend. Et dans le permis de faire, ben voilà, ils ont très clairement dit, on peut le faire pour les règles de sécurité, d'accessibilité, de ventilation, de performance technique. Donc aujourd'hui, innover, en tout cas sur le territoire français, c'est possible et c'est même évidemment nécessaire, voire souhaitable. Voilà un autre système d'utilisation de l'air, c'est le puits canadien ou le puits provençal ici. C'est comment faire entrer de l'air frais dans un bâtiment, simplement en allant chercher la température du sol qui est toujours, on va dire, autour de 13 à 14 degrés. Dans ces bâtiments qui sont un pôle touristique tout près entre Nîmes et Montpellier, entièrement en bois, en terre, en pierre, en ventilation naturelle, et qui est zéro énergie. Et voilà, que des matières naturelles et saines, et c'est pas compliqué, l'homme sait très bien où est l'ombre et quand il en a besoin. L'intérieur est en terre, en bois, une autre couleur, une autre lumière que celle du nord. Donc celui-ci, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc ce bâtiment avec donc le mur porteur en terre crue ici au milieu et la terre porteuse qui est un peu partout. Et avec la possibilité d'aller sur la toiture où la ventilation naturelle, ici ce ne sont plus des cheminées de chaudronniers parce qu'on est près de Toulouse, ce sont vraiment des cheminées qui sont des sheds qui amènent de la lumière à l'intérieur, de l'air à l'intérieur. Et voilà, les enfants, ils savent très bien jouer. Donc voilà le mur porteur en question, à l'intérieur, à l'extérieur. Et on retrouve la terre crue à l'intérieur de la salle de concert pour toutes les raisons acoustiques, thermiques, hygrométriques qu'elle a. Donc on arrive sur la toiture et il se passe un autre paysage, un autre rapport au ciel ici. Ce bâtiment va vraiment de l'eau qui est à ses pieds jusqu'au ciel qui est en haut, et les enfants s'amusent comme des grands. Voilà un autre projet qui était l'image du début, où on retrouve l'ensemble des outils que l'on utilise. Ici, on est entre le Cognac et le Bordelais. Le Cognac, c'est une terre pierreuse, le Bordelais, c'est une terre de bois. Donc il y a un volume cubique en bois et en pierre locale, et le reste, c'est du bois local. Toujours la ventilation naturelle. Et là, vous en avez une vue à l'intérieur. Qui dit ventilation naturelle dit quand même contrôle de la ventilation. Et la lumière est partout, vous voyez. Et il y a des petits brasseurs d'air quand on a besoin d'être plus confortablement accueilli à l'intérieur. Jouer avec la nature, c'est donc l'air, l'eau, la chaleur, mais l'air, la lumière, la chaleur, et c'est aussi l'eau. Et ici, par exemple, dans ce projet qui est près de Rennes, on a dessiné la totalité du projet sur le cheminement de l'eau, au point d'arriver à décider d'inonder une prairie, de telle façon que l'on règle des enjeux liés à l'inondabilité d'un autre secteur. Donc on inonde ici, et quand l'eau n'est plus là, eh bien, c'est un espace absolument agréable à vivre, entretenu par les vaches, puisqu'on ne va pas donner cette prairie à entretenir aux ouvriers municipaux. Et donc voilà, je vais vous montrer ce projet-là, et puis je vais juste parler de réhabilitation, et j'aurai terminé ma présentation. L'éco-village des Noé est un village que l'on a livré il y a à peu près... dont on vient de terminer la dernière partie, qui est la halle, cette année, mais on a commencé à le faire il y a 10 ans. Cet éco-village est au bord de l'Eure. L'Eure, c'est un affluent de la Seine, et donc quand la Seine déborde, l'Eure déborde, et l'inondation est au cœur de ce projet. Ici, on est dans la version antérieure, initiale,
vous avez l'heure. Vous voyez ici, il y a un hameau qui s'appelle le hameau de Léry. Et les gens n'étaient pas bêtes. Ils mettaient leur maison avec le pignon à la rue, de telle manière de mettre le nord fermé face au vent du nord de la vallée de la Seine, et ils se tournaient vers le sud. Le projet dans lequel on s'inscrit, qui s'appelle le Val de Reuil, a été conçu parmi les plus grands architectes français qu'on a eu dans la seconde moitié du XXe. L'atelier de Montrouge avec Jean Renaudy, Jean-Louis Verret, enfin, et Pierre Rigoulet. Et eux avaient aussi compris qu'il fallait s'installer dans une trame qui était celle justement du hameau de Léry qui est à côté, que je vous ai montré. Entre-temps, comme vous le voyez, il y a des couillons qui sont venus installer ici un lotissement, n'importe comment. Et surtout, ils n'avaient pas compris ce que les anciens avaient compris, c'est qu'il fallait se tenir à distance de l'heure. Donc toutes les erreurs de l'aménagement du territoire français, vous l'avez ici et un peu partout sur le territoire. Il y a un concours qui est lancé pour ce projet et qui finit par être 98 logements sociaux, zéro énergie sur base passive, qui sont des logements sociaux en accession, en location et en réinsertion, une crèche municipale passive, une cuisine municipale, une halle publique, une chaufferie bois, une maison des jardiniers, des jardins familiaux et une horticulture bio pour de la réinsertion sociale. Le programme, petit à petit, nous l'avons remis en cause pour l'amener à ce niveau-là, parce qu'il y a la nécessité de toujours mettre en cause les programmes pour s'assurer qu'ils deviennent de plus en plus frugaux et de plus en plus pertinents. Voilà, le projet est celui-ci, et vous avez toute la partie qui accueille l'inondation et l'horticulture ici, et tous les logements qui sont tournés donc vers le sud, avec les faces nord qui les protègent du vent. Voici le site. On a commencé par réfléchir à la façon dont on allait accueillir l'eau. Il ne faut jamais dire à l'eau « tu ne viendras pas », parce qu'elle vient toujours. Hein. Et si vous lui avez dit « tu ne viendras pas », quand elle vient, elle est beaucoup plus meurtrière que quand vous la laissez venir. Donc on lui dit « tu viens », on installe un certain nombre de dispositifs, y compris une frayère à brochets, ici, qui fait que les brochets, s'ils ont envie, pendant les temps d'inondation, ils peuvent venir frayer. C'est eux qui décideront, hein. Mais en tout cas, on a fait ce qu'il fallait. Et quand l'eau arrive, elle est là. Elle est là. Une sorte de petite aqua alta normande, mais une aqua alta qui n'empêche pas que l'on marche, puisque ici, tout a été réglé pour que le quartier fonctionne. Et quand l'eau disparaît, ben, qu'est-ce qu'on a ? Un beau paysage, puisque l'eau, c'est ce qui nourrit la terre, et c'est ce qui fait que la biodiversité trouve sa place. Donc on laisse l'eau venir, et quand elle part, et ben voilà. Les lieux sont absolument agréables à vivre. Et d'ailleurs, quand l'eau est là, c'est aussi assez poétique. Quand elle est là, c'est comme ceci. Quand elle n'est pas là, c'est comme cela. Et quand elle n'est pas là, on sait qu'elle était là, puisque le paysage et les végétaux, finalement, parlent de cette dimension humide. Et le petit gamin qui est là, qui joue au foot dans cet espace d'expansion de l'eau, eh ben, il joue aussi dans la grosse flaque quand c'est l'hiver. Et on a installé ici un abri pour que les scolaires puissent venir voir tous les oiseaux qui viennent là, puisque quand l'eau arrive, les oiseaux aussi arrivent. Et quand l'eau n'est pas là, ben, ce sont les adolescents qui adorent cet endroit-là. Donc l'eau arrive, mais il faut encore et toujours que la chaleur, la lumière et le soleil trouvent leur place. Donc en hiver, il faut qu'il y ait 2 heures d'ensoleillement au 21 décembre, dans tous les logements. C'est la seule manière d'arriver au passif sans faire de grands efforts. Donc des logements parfaitement isolés, parfaitement orientés, avec des grands apports solaires et de l'inertie à l'intérieur, qui fait que la plupart des gens qui habitent là n'utilisent que très très peu leur chauffage, y compris dans les grandes périodes d'hiver. Bon, ça veut dire, mais ce sont des choses de base que tous les architectes savent, on essaie de trouver le bon dispositif pour que tout le monde ait les 2 heures de soleil. Voilà ce que ça donne comme logement. Et ça veut dire là aussi, eh bien, des fenêtres dans les salles de bain et que des logements traversants. Et de la lumière partout. La chaufferie bois, plein de petites fenêtres partout, puisque finalement, on en a dans toutes les pièces, donc les salles de bain sont ici. Des passages sans voiture, des cheminements de traverse. Les voitures sont stockées à certains endroits et pas partout. Des seuils qui s'installent et une paisibilité qui fait que
les enfants laissent leurs chaussures à l'extérieur, comme s'ils étaient dans un couloir d'immeuble en fait. Voilà, cette transparence qui va vers l'heure, une autre transparence, chaque fois des gestions de l'eau avec des nous, ici à nouveau, donc ce mélange de collectif et d'individuel. La crèche est là, lumière du jour, pas besoin d'allumer, et quand ils sortent, les enfants ne sont pas sur du béton ou sur de l'enrobé, mais sur du stabilisé. La halle vient d'arriver et c'est elle qui va faire le lien entre cet espace-là et l'alentour. Il y a de l'horticulture qui est portée par une coopérative qui fait la réinsertion sociale. Et dans la discussion avec la coopérative, il y a un secteur qui devait rester en incroyable comestible, c'est-à-dire que tout le monde pouvait aller chercher la nourriture dont ils avaient besoin. Les jardins familiaux sont aussi installés là. Et bien sûr, la coopérative ne fonctionne pas avec un tracteur, mais avec des ânes. Et du coup, les ânes ont transformé la logique du pédibus en asinobus. C'est-à-dire que les ânes portent les cartables des enfants pour aller à l'école le matin. Et leurs parents qui les amenaient toujours en voiture avant, ils ne peuvent plus, même quand l'âne n'est pas là, aller en voiture, puisque les enfants adorent faire le chemin de l'âne, même quand l'âne n'est pas là. En fait, je vous montre ça parce qu'il faut faire tous ces efforts-là pour arriver à une chose, qui est que le projet a une empreinte écologique équivalente à sa biocapacité. Or, il n'y a pas de durabilité autrement. Il n'y a pas de durabilité quand un projet continue à polluer plus qu'il n'est capable de convertir. Et donc, il faut jouer sur la dimension de la nourriture, sur la dimension du transport, du logement et de l'accès aux biens et services pour y parvenir. On est avec ce projet au 2,9 équivalents hectares, qui est ce que la France peut accepter, alors que la France est en ce moment à 5,3 équivalents hectares. Donc voilà, on sait faire ça, et on pourrait se dire, c'est bon, quoi. Maintenant, on n'a plus qu'à dormir tranquille, on n'a plus qu'à reproduire ce modèle-là, et c'est bon. Mais non, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'il reste les 99% dont je parlais tout à l'heure. Le bailleur social, celui qui était notre maître d'ouvrage pour ça, ici, est aussi celui qui possède toute cette partie-là. Et quand dans une petite ville comme celle-ci, on sait que les gens qui sont là, qui sont éligibles au logement social ne payent pas de chauffage, ça discrédite tous les autres, qui eux payent beaucoup de chauffage, parce que leur habitat a été fait il y a longtemps et est absolument énergivore. Donc on est en train de réaliser un événement qui est, on double en très peu de temps la surface de l'écoquartier. Il y avait 98 logements ici, pardon, et il y en a 110 ici. Et du coup, en reprenant toutes les valeurs de l'écoquartier, des espaces publics ouverts, la voiture mise de côté, l'isolation qui est apportée, finalement l'éco-village se met à être un éco-village de 200 habitants, sachant qu'en plus, les maisons qui sont là, c'est ce qu'on appelle des maisons phénix, c'est-à-dire des maisons totalement industrialisées, des maisons comme vous le voyez ici, à la fois en plaques de béton et en acier. J'ai déjà évoqué ça avec vous. L'enjeu de demain, et je vais terminer sur cette partie-là, l'enjeu de demain, c'est la réhabilitation. Il n'y a pas d'autre solution. Dans le cadre du mouvement de la frugalité heureuse et créative, on se demande, faut-il encore construire ? Et en fait, cette question-là, il faudrait se la poser chaque fois qu'on a un projet. Est-il nécessaire de construire là ? Dans les villes, dans les bourgs, dans les campagnes, sur le littoral, est-il nécessaire de construire ? Ne peut-on pas réhabiliter ? Et donc notre position est très claire, il faut réhabiliter et ne plus rien détruire. L'ensemble des programmes qui existent aujourd'hui à réhabiliter sont considérables, et je vais juste vous montrer celui-ci. L'image que vous voyez là, c'est Paris. C'est Paris dans le 19e arrondissement, c'est la place des Fêtes. Je suis en train d'y faire la médiathèque du 19e arrondissement et la première maison des réfugiés de la ville de Paris. Ce qui est à réhabiliter, c'est ça, c'est l'ancien lycée Jean Carré, un lycée hôtelier. On est parti du principe que le béton était là et que donc nous n'allions pas couler un gramme de béton. Donc ça commence par une réhabilitation de la structure existante, on la met à neuf, on lui rend sa radicalité totale, mais on l'ouvre, on enlève le milieu qui était totalement loin de l'air et de la lumière. Et quand on enlève certains éléments, comme des dalles ou des murs, eh bien on ne les jette pas.
on le fait pour gagner de l'espace, pour que la lumière soit là et l'air soit là. Mais on ne jette rien, on garde tout sur le chantier et on le réutilise pour le paysage alentour, soit comme fond de forme, soit comme dallage des cheminements. Et on ouvre le bâtiment, et on fait en sorte que la lumière et l'air traversent tout ça. Toujours cette idée qu'il ne faut pas confier à la machine ce que l'on peut simplement confier à une porte et à une architecture ou à une fenêtre. Ce que l'on ajoute, c'est une résille en bois, donc un élément construit en bois et en terre, avec une résille qui est une résille qui nous sert à nous protéger du soleil. Et on essaie la terre coulée. Bon, je vous ai dit tout à l'heure, hein, un sac de ciment, c'est entre 8 à 9% des émissions de gaz à effet de serre. La fabrication du sac de ciment, du ciment tout court. On ajoute du sable, qui est à peu près une pierre précieuse aujourd'hui. Hein. Et on rajoute de l'eau, qui est à peu près l'or de demain. Enfin. Donc c'est quand même incroyable, quoi. On utilise le produit qui pollue le plus et on lui rajoute des choses rarissimes ou qui vont devenir encore plus rarissimes. Et alors, ce matériau, le ciment Portland, il faudra bien le remplacer. Et il ne faudra pas se passer d'un savoir-faire qui est celui de ceux qui savent utiliser des banches, ceux qui savent couler des murs avec des banches et qui sont capables de construire beaucoup. L'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on met dans la banche. Et aujourd'hui, les recherches vont bon train un peu partout sur justement qu'est-ce que l'on met dans la banche à base de terre. Il y a plusieurs hypothèses qui arrivent, mais on va y arriver et on va finalement réussir à construire avec un béton de terre et de la terre coulée. Je vous remercie. Si vous avez envie qu'on se parle, moi j'en serais content. Peut-être que vous en avez marre. Mais... Des questions peut-être pour M. Madec ? Question dans la salle ? Je ne sais pas comment fonctionne ce... Ah, oui. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Comment faites-vous pour la ventilation dans vos logements sociaux pour que justement tout le monde ait de la lumière, de la ventilation et qu'il n'y ait pas de bruit ? C'est un peu un concept aussi. On voit la photo, mais je ne sais pas comment ça fonctionne en réalité. C'est celle-là. En fait, chaque logement a un conduit qui lui est propre. Il y avait dans les années 50 ce qu'on appelait les chintes, où finalement vous pouviez entendre ce que votre voisin était en train de dire, enfin, parce que c'était un chinte d'un étage à un autre, et vous pouviez même sentir ce que le voisin était en train de faire comme cuisine en dessous. Donc, fort de ces mauvaises expériences, mais en même temps riche de ces expériences, nous on utilise des conduits qui sont des conduits indépendants par logement. Donc le conduit de ventilation est tout petit en bas et puis il s'élargit puisqu'on rajoute des éléments. Et donc tous les éléments arrivent ensuite dans la cheminée qui fait 4 mètres de haut, qui est en fait basée sur plusieurs types de tirages. Donc la partie basse ici, donc voilà, la partie basse est tournée vers le sud. Et donc ici c'est un vitrage, mais c'est aussi une trappe d'entrée pour l'entretien, on rentre par là. Donc tout ça c'est du matériel de marine. Hein, donc on a la partie basse qui est chauffée par simplement l'effet de serre. Hein. Ensuite on a la girouette qui met la petite lèvre toujours face au vent. Donc on rajoute le vent là. Et au-dessus on a rajouté ces aspirateurs statiques qui tournent en permanence. Bon, on s'est doté de beaucoup de choses pour ça, parce qu'on voulait que ça marche. Hein. Donc on est ceinture et bretelles, ici on n'avait pas besoin de tout ça, mais on l'a fait ici parce que c'était la première fois qu'on le faisait et il fallait que ça fonctionne. Et on a des entrées d'air en façade qui sont des entrées d'air spécifiques pour la ventilation naturelle, donc qui sont plus grandes,
que les entrées d'air basiques, qui sont des entrées d'air avec des réglages acoustiques, hein, puisque voilà, on est devant une rue et donc tout ça est réglé. Et c'est du Renson. Ce sont des produits Renson qu'on utilise. Oui, que vous avez aussi en Belgique. Alors, enfin, Renson, à un moment donné, avait voulu s'installer en France. Ce sont des Australiens. Et on leur a fait tous les malheurs possibles pour qu'ils ne s'y installent pas. Ils ont après essayé de s'installer en Belgique, ça n'a pas marché non plus. Mais la clé, c'est ça. Si on réussit à faire nos logements sans aucun système de ventilation mécanique, on revient à on s'approche d'une solution qui était celle d'avant la VMC. Hein. La VMC arrive quoi dans les années 70-80 ? C'est la VMC qui arrive et qui fait qu'on n'a plus du tout de fenêtres dans les salles de bain et les WC. Quoi. Et donc à l'atelier, il y a interdiction de faire ça. On ne dit pas aux gens le matin quand ils se lèvent, tu vas faire 2 placards. Quoi. Le premier placard, c'est le WC, le second placard, c'est la salle de bain. Donc ici, le rapport à la lumière est vraiment présent. C'est pour ça que le 2 fois plus de bien-être avec 2 fois moins de technique, avec 2 fois moins de ressources, vous en avez une expression ici. Hein. C'est quand même mieux d'aller vers la lumière le matin que d'aller dans un placard. Et vous n'avez pas le bruit de la ventilation qui vous aspire l'air en permanence. Et voilà. Et ça demande d'avoir des formes différentes. C'est fini les logements qui font 16 mètres de largeur, un couloir au milieu et des logements mono-orientés à droite ou à gauche. Quoi. Ça ne peut pas marcher comme ça. Le climat ne le permet plus aujourd'hui. Mono-orienté à l'ouest, je ne veux pas. Quoi. Vous imaginez ? Avec des volets roulants en plus. Vous baissez le volet roulant quand vous avez trop chaud, donc vous n'avez plus de relation à l'extérieur. Enfin, rien ne va dans la façon dont on a fait le logement voilà, dans cette seconde partie de 20e. Rien ne va. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. En fait, ce qui est difficile, je trouve, c'est que quand on veut faire un projet innovant, en tout cas en Belgique, les services de l'urbanisme, en général, bloquent parce qu'ils n'aiment pas ce qui est différent. Et c'est vraiment compliqué parce que je connais vraiment des projets qui ont été carrément arrêtés, refusés. Je ne vais pas vous donner la solution, mais je vais vous donner des trucs que j'ai faits. J'ai fait sans dire. Oui, c'est-à-dire que j'ai pris le risque. Vous savez, dans les années 90, quand on faisait ces projets écologiques dans le monde rural en France, où l'écologie et l'agriculture, ça ne marchait pas, il ne fallait pas dire aux maires agriculteurs qu'on était en train de lui faire un projet écologique. Mais on le faisait. Quoi. Le projet de Viavino ici, la ministre de l'écologie est venue après l'inauguration. Et donc, quand un ministre se déplace en France, vous avez toujours le préfet à côté. Hein. Elle ne peut pas se déplacer seule. Donc, je lui montre ça et je lui explique, ben, vous voyez, là, il n'y a pas de chauffage. Et ne pas mettre de chauffage dans un bâtiment public, c'est interdit. Là, c'est en ventilation naturelle. La ventilation naturelle, vous ne savez pas comment l'intégrer dans les calculs thermiques. Je ne vais pas vous dire que c'est interdit, mais c'est... Et donc, elle se retourne vers le préfet et lui dit « N'écoutez pas la réponse qu'il va me faire ». Et donc, elle me demande « Comment vous avez fait ?» J'ai répondu « J'ai pas dit ». Je n'ai pas dit, mais j'ai eu un bon maître d'ouvrage, parce que lui, je lui ai dit qu'il allait mettre des bûches, parfois, quand les rares moments où il allait faire froid. Il allait mettre des bûches dans le poêle à bois de cette partie qui n'a pas de chauffage régulé. Et j'ai eu un bon bureau de contrôle, parce qu'on avait choisi le bureau de contrôle. En fait, si vous voulez que les choses soient possibles, il faut choisir vos partenaires. Et c'est le bureau de contrôle qui autorise ou qui n'autorise pas, puisque finalement, c'est le bureau de contrôle qui permet à l'entreprise de faire un travail assuré. Donc voilà, vous dites ce qu'il faut dire, pas plus, pas moins. C'est facile de cacher ce qu'elle a. Mais à l'extérieur, par exemple, si on veut mettre du bois ou quoi, si on est dans un quartier où il y a de la brique, on ne voudra pas qu'on mette du bois. Alors, la brique de terre crue, c'est aussi de la brique et c'est vraiment bien. Et la brique de terre cuite, c'est pas mal non plus. Vous n'avez pas de projet en brique de terre cuite parce que je ne suis pas dans les régions pour le faire. Mais si je travaillais en Belgique, j'utiliserais la brique et peut-être avec joie. Avec toujours ce souci de la ressource locale. Pour nous, la ressource locale, elle a toujours 2 aspects, quoi. C'est à la fois la ressource physique et c'est l'homme ou la femme qui sait mettre en œuvre cette ressource physique. Et on trouve toujours ça.
On trouve toujours. Pour la pierre, ici, c'était pareil, quoi. La pierre venait d'une carrière à 5 km. La pierre de Beaulieu. Et on avait l'homme qui savait tailler les gros blocs et les poser. Je vous dis ça, bien sûr, c'est pas aussi simple que ce que je vous dis. Et qu'il y a des combats. Hein. Mais en même temps, si on ne fait pas ces combats-là, on n'avancera pas non plus, quoi. Merci beaucoup. Mais est-ce que quelquefois les marchés publics ne demandent pas des appels d'offres, des appels pour recenser les entreprises qui vont répondre? Vous trouvez l'homme qui sait le faire, mais il faut qu'il puisse répondre aussi. Mais quasiment tout ce que je vous montre, c'est que du marché public. Et comment ça s'est passé? Il n'y a pas eu d'appel d'offres? Ben, j'ai pas de procès. Non. Non, en fait, il est plus difficile pour moi de trouver des bons partenaires ingénieurs fluides que de trouver des bonnes entreprises. Parce que les artisans, ils ont envie de faire différemment, quoi. Ils ont envie d'utiliser leur savoir-faire depuis longtemps, enfin, qu'ils ont là, quoi, et qu'on leur demande moins d'utiliser. Par contre, il y a des ingénieurs fluides, vous savez, tous ceux qui calculent la ventilation et tout ça, qui ne sont pas toujours d'accord pour faire ce qu'on leur propose de faire. Je ne vous ai pas mis là un projet que j'ai fait à Montpellier, qui s'appelait l'Internat d'excellence de Montpellier, où je suis rentré dans une équipe qui était constituée par mon confrère local, et il m'invite, et donc j'arrive avec mon savoir-faire, et puis Tribu, qui est mon partenaire habituel. On met de la ventilation naturelle pour les enfants, pour qu'ils n'aient pas trop chaud, et que la nuit, dans leur logement d'étudiants, ça se passe bien, et l'ingénieur refuse de décrire le système. Il refuse. Il dit, je ne veux pas m'impliquer, je ne veux pas être là-dedans. Donc j'ai décrit le système, et mon bureau de conseil en environnement l'a fait, alors qu'il est juste un bureau de conseil et pas un bureau d'études. Et moi, je ne suis pas un bureau d'études, je suis qu'un architecte. Mais on l'a fait parce qu'on savait que ça marchait. En fait, il y a un enjeu très fort de construire une culture partagée de l'action éco-responsable. Il faut qu'on en ait envie de toutes ces choses-là. Et voilà, c'est pas toujours simple avec les ingénieurs fluides. Parce que les ingénieurs bois, ils sont géniaux. Mais pas que les ingénieurs bois. Très bien, bien. Vous avez su mettre en capacité d'exercer leur créativité tous les ouvriers, quoi. Oui, et vous savez, puisqu'il y a des compagnons dans la salle, je n'ai pas mis une image, mais il y a dans un volume qui est celui-ci, il y a, qui est celui-là, juste derrière, il y a ce qu'on appelle une capitelle. Enfin, une capitelle, c'est un peu comme les borilles, hein, c'est une forme un peu souple comme ça, qui était faite de pierres empilées. C'est les bergers qui faisaient ça, pour se protéger, et puis laisser passer l'air entre les pierres, parce que c'était pas jointoyé, donc c'était idéal, quoi. Donc moi, j'ai fait une borille pour mettre le vin et stocker le vin. Mais comme on était dans une situation où il fallait bloquer la terre, j'ai fait une borille en béton. Parce que là, j'avais besoin du béton. L'idée, c'est le bon matériau au bon endroit. On aime tous les matériaux, et on les utilise au bon endroit. On arrête la monoculture du béton, quoi, mais on l'utilise quand il est nécessaire. Et donc, il y a un compagnon qui était en train de faire son tour de France et qui a appris qu'on faisait une capitelle en béton. Il a fait le détour, quoi. Et c'est lui qui a fait le coffrage en bois, qui est une espèce de bijou, quoi. C'est un dôme. Et voilà, donc je pense que l'envie de faire, elle est vraiment partagée. Et que ces projets engagés donnent envie de faire. Enfin, j'espère. Mais, voilà. C'est l'heure. Une autre question peut-être ? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez revenir un peu plus en détail sur comment vous avez travaillé sur l'existence, sur les maisons Phoenix je pense au moment où vous montrez l'exemple des maisons Phoenix. Comment est-ce qu'on réhabilite une maison comme ça ? En fait, c'est une construction qui est d'une telle simplicité que c'est fastoche. C'est un peu comme, si vous voulez, c'est un volume qui est tellement simple que vous isolez par l'extérieur, vite fait, bien fait, sans vous en rendre compte, quoi. En fait, le système Energy Sprong que les Hollandais mettent en œuvre
est jouable parce qu'il y a des homogénéités de façade et qu'il n'y a aucune dimension patrimoniale, quoi. Là, on isole par l'extérieur complètement. On refait une boîte autour de la boîte et on refait après toutes les installations intérieures. Mais en fait, on réhabilite en mettant 22 000 € par logement. Et avec ça, ils deviennent BBC, ceux qui n'étaient pas. On ne réussit pas à en faire du passif parce que l'orientation des logements n'est pas ad hoc et que la dimension des fenêtres ne suffirait pas. Mais on les fait passer en bâtiment basse consommation et avec une isolation absolument répartie. Ce qui fait qu'on enlève l'effet de paroi froide qui est la catastrophe. On sait bien, l'effet de paroi froide fait que vous ne pouvez pas habiter le maître au bord de la façade. Et donc ici, on le leur donne et on fait en sorte que tous les espaces extérieurs soient aussi de meilleure qualité. Mais vraiment, en fait, quand on a livré l'écoquartier des Noé à côté, là, c'était grosso modo au moment des Gilets jaunes, où ça démarrait. Et très vite, TF1 et Antenne 2 ont appris que ce projet-là existait et que les gens n'avaient pas à payer leur chauffage. Vous savez, les Gilets jaunes, c'est pas juste le prix de l'essence, hein, c'est le coût de la vie. Hein. Et du coup, ils sont venus faire des reportages là pour comprendre ce qui se passait. Pourquoi cette écologie pour tous, quoi. Et il y a une dame qu'ils ont interrogée à tour de rôle finalement, et elle disait regardez mon thermostat. Donc le thermostat un coup était à 23 degrés et mon thermomètre un coup était à 23 degrés, un autre à 21,5. Et dit mon chauffage, regardez, il est éteint. Ne me demandez pas quand je l'ai éteint, je ne m'en souviens pas. Et on était en hiver. Et donc ces choses-là se savent, quoi. Tous les gens savent dans ce village qu'il vaut mieux habiter l'éco-village des Noé que le hameau de Landel ici. L'intelligence de ce maître d'ouvrage, de ce propriétaire, c'est d'avoir décidé de faire ça dans la foulée, dans la continuité. Et regardez bien, on met 10 ans pour faire l'écoquartier. On met 2 ans pour faire la réhabilitation. C'est pour ça que je vous dis que l'avenir, c'est la réhabilitation, parce que l'existant, on va réussir à le réhabiliter beaucoup plus vite qu'on va réussir à construire ce qu'il faut pour nous en sortir. Et il faut absolument le réhabiliter, puisqu'il est tellement énergivore. Et réhabiliter, c'est magique, hein. C'est pas arrêter d'être un concepteur, c'est pas arrêter d'être un architecte. Quand vous travaillez sur des structures aussi régulières que les structures en béton faites dans les années 60 et 70, le jeu de fabrication de l'espace est extrêmement intéressant. Et puis vous prenez la décision de n'ajouter que du biosourcé. Une autre question, ultime question? Non? Ok, merci Monsieur Alec. Merci aussi. Je vais laisser du coup Étienne conclure. Ben voilà, c'était assez enthousiasmant. Michel a commencé par poser des questions, adresser presque des inquiétudes, et puis Philippe nous embarque dans beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations, beaucoup de faire. Donc je pense que c'était une soirée assez riche. Et je te remercie beaucoup de tous ces exemples, de toutes ces explications, pour tous les étudiants aussi, de toutes ces remises en question par rapport à des origines, des définitions qui pourraient passer pour archaïques et qui sont pourtant pleines de bon sens. Donc ça nous propulse vers un 21e siècle qui n'est pas que de la tristesse, mais des générations qui vont peut-être faire bouger beaucoup de choses. Donc merci beaucoup et merci à tous d'avoir assisté à la soirée d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a un pot qui nous attend. Voilà, bonsoir.